Bonjour. Oh, le chien. Bonjour, le chien. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous rencontrer. Moi de même. Vous avez redécouvert des espèces, des variétés de poissons qui jusque-là n'avaient jamais été accommodées. Ces poissons-là étaient, si je puis dire, donnés. Les pêcheurs, les familles des pêcheurs les mangeaient uniquement parce qu'ils ne les vendaient pas. Ils n'arrivaient pas à les vendre. Les gens les méprisaient en quelque sorte ou les passaient en soupe de poisson. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne les méprisez pas? Une question de curiosité, gustative bien entendu, et puis aussi visuelle parce que ce sont des très beaux poissons. Et de ce fait, il a fallu que je m'applique à les, comment dire, non pas les transformer, loin de là, au contraire, à les sublimer pour qu'ils prennent leur place dans la culture gastronomique française. Voilà. Sur l'art qui est le vôtre, comment est-ce que vous jouez des hauteurs dans lesquelles on trouve les poissons et des paliers, hein. Donc ça c'est, est-ce qu'on dit une technique des paliers? En tout cas, cette manière d'accommoder en fonction de l'endroit où on trouve le poisson. Si vous voulez, ça vient de très, très loin en fait. Ça vient d'une histoire d'enfant, comme tout cuisinier qui se respecte a une histoire d'enfant gustative en fait, et formelle, dans le sens où l'après-midi, moi, qu'est-ce que je faisais? J'étais sur mes rochers qui sont en face. Et je descendais petit à petit par palier. Et bien entendu, je descendais plus profond selon l'âge. Après, j'ai eu des bouteilles, etc., etc. Et je m'apercevais, donc je me suis aperçu... Des bouteilles d'oxygène. Hein. Des bouteilles d'oxygène. Il faut préciser. Pas des bouteilles de là. Non. Et je me suis aperçu petit à petit, bien entendu, des sortes de poissons qu'il y avait selon les paliers. Voilà. Et de là est parti plein de choses. Ça a été comme une évidence. Parce que pour créer, si vous voulez, une cuisine, il faut avoir... Il faut connaître et comprendre sa voie culinaire. Ça, on met des années à l'obtenir. Et quand on l'obtient, on ne lâche plus le fil parce qu'on sait vraiment qu'on a quelque chose. Il y a une philosophie, quoi. On a trouvé cette philosophie, il faut creuser là-dedans. Enfin, creuser, plonger. Petit à petit, j'ai construit mes menus de cette manière et j'ai construit mon histoire culinaire de cette manière. Mais là, après, Ils sont pieux. Il y a le chien Hop qui vient de nous accueillir. Bonjour le chien Hop, vous allez bien le chien Hop? C'est très sympa. Bonjour Dalila, bonjour Stéphane. Bonjour. On glane des choses, des éléments du paysage, mais aussi des plantes qu'on cuisine, qu'on dessine, qu'on transforme pour faire pas mal de choses à manger, pour donner à manger le paysage, pour savoir quel goût a ce territoire. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les sensations qu'on peut avoir, et notamment les sensations gustatives. La roquette tenuifolia, à petites feuilles, la roquette provençale. Elle est bonne. C'est bon, hein. Il est pas reçu, quoi. Ça, il y a l'ambroisie aussi. On en prend, quoi? Ouais. On en a un peu déjà? Ouais. Dalila, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis plasticienne. Ouais. Ça veut dire que j'ai plusieurs outils à ma disposition pour essayer de retranscrire des impressions, des sensations. Alors là, on a quasiment un plat tout fait, escargot fenouil. On peut faire omelette avec? Omelette, ouais. Ça, je la mets dans le panier. Ouais. Ah, jolie. Ouais. La luzerne orbiculaire. Ouais, elle est hyper belle. C'est très, très joli, ça. Du coup, on va se faire une petite session pour redécouvrir tout ce qu'on a cueilli sur la balade. Donc toi, Estelle, tu vas coller les plantes que tu vas utiliser pour la recette de tout à l'heure. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, Alexandre? Moi, on a trouvé des pinceaux. Et on va commencer l'atelier pinceau et voir quel pinceau naturel on a trouvé, en fait.
Donc si je comprends bien, il y a à la fois du dessin, du repérage. De l'expérimentation, parce que c'est ça beaucoup. On cueille des choses qui nous inspirent des possibilités. C'est des moments où on re-regarde nos objets. On passe beaucoup de temps à les regarder sous pas mal de coutures, notamment sous l'angle du comestible à certains moments. Puis à un autre moment, on va se dire que ça peut aussi devenir un pinceau. Là, par exemple, ça, c'est la famille des chardons. C'est un orthopodon. On a enlevé, là, normalement, il y a une espèce d'ailette avec des épines. Si on enlève les poils, à l'intérieur, il y a une sorte de cœur d'artichaut. Donc ça peut aussi se manger. C'est un cousin un peu éloigné de l'artichaut. Donc on pourrait tout à fait utiliser son cœur pour la cuisine. Mais là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la partie, c'est les poils. Donc les poils, c'est les capitules des fleurs qui sont secs et qui sont restés dans la plante. Ah, ce pinceau, il est vraiment super. Hein. Il a des poils fins. C'est avec quelle fleur? C'est l'urosperme. Quelle est votre terre natale? La mienne, c'est la France. Et celle de vos parents? Une partie, c'est la France, l'autre partie, c'est l'Algérie. Qu'est-ce que mon père a pu emmener dans ses bagages? Il est parti à 16 ans. Il est venu, comme beaucoup d'Algériens, travailler en France. Quelqu'un qui quitte ses parents, sa famille, sa culture à 16 ans et qui a des enfants en France avec une femme française. La question de la transmission s'est beaucoup posée pour moi. Savoir est-ce que je suis française, algérienne. Et en fait, je me suis aperçue que les plantes, ce qui touchait à la terre, et notamment les plantes, c'était vraiment quelque chose qui s'emmenait, qui voyageait et qui traversait les générations. Et qu'on pouvait remonter vraiment très très loin avec ce sujet-là. Ouais. Ouh, regardez! Un grand voilier, un papillon migrateur qui traverse la Méditerranée. Il va d'Algérie jusqu'à Marseille. Donc ça, c'est le pistachier térébinthe. Alors, ça a un petit goût un peu d'essence. Enfin, c'est comme un épice plutôt que... C'est pas comme un fruit, c'est plutôt comme un épice. On va se mettre sur les pierres là pour cuisiner. Vous savez ce que disait Aragon? Aragon disait « La marche fait les appétits rouges ». Quel est le menu? Il est un peu en construction avec ce qu'on a glané. Donc il y a des amandes, on a trouvé des amandes. On a trouvé des fruits de pistachier. On a trouvé des inflorescences d'ail. Donc ça, c'est des fleurs d'ail. Et vous êtes tout le temps dans l'expérimentation, c'est-à-dire que vous essayez? On essaye. On essaye. Ça marche pas, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont de mauvaises herbes, par exemple? Il y a quelques herbes qui sont très néfastes, comme par exemple la ciguë. Oui, c'est pas bien parce que c'est toxique et ça fait mal au ventre. Donc ça fait partie des premières plantes qu'on apprend à reconnaître. Et surtout ici, en fait, on a surtout la grande ciguë. Anis étoilé. Voilà, ça c'est à partager à plusieurs. Donc je vais mettre 4 fourchettes, par exemple. C'est somptueux. Les formes variées du périurbain marseillais n'excluent ainsi ni la beauté âpre des ruines industrielles, ni un certain charme bucolique. Ces lignes sont signées par Baptiste Lanaspez. Il était temps d'aller le rencontrer sur la poussière des chemins. Ici, on est à l'interface entre la ville et la nature. C'est la fin de Marseille, le début du massif de l'Étoile. Et on voit dans le paysage qui nous entoure qu'il y a une série de couches successives qui se sont accumulées les unes sur les autres et elles sont partout visibles. On est surpris de voir que les grands ensembles ne sont qu'un des aspects du paysage des quartiers nord. En fait, c'est toute une région qui est concernée et donc des communes nombreuses et variées. Ouais. Marseille, c'est compliqué. C'est un archipel qui tourne autour de deux immenses objets non constructibles que sont l'étang de Berre, d'une part, qui fait 1,5 fois Paris intramuros, c'est une grosse mer intérieure, et le massif de l'Étoile et du Garlaban, la Pagnoli, la montagne de Pagnol. Et des papillons, c'est formidable. Ouais, ils vont souvent par paire. Ouais. Bonjour les papillons. Simone est venue se promener sur ces chemins. J'ai découvert un très beau passage de Simone de Beauvoir où effectivement ils sont jeunes gens
Sartre vient d'être nommée au Havre, elle se retrouve toute seule à Marseille, elle déprime, elle enseigne dans je ne sais plus quel lycée. Et elle trouve une solution à sa déprime, c'est que le jeudi, à l'époque le jeudi était férié, et le dimanche, elle va écumer tous les chemins balisés qu'il y a autour de Marseille. Et elle dit un truc, moi, qui m'a beaucoup marqué, elle dit « Je ne me lassais pas de voir une ligne sur la carte devenir une crête, je ne me lassais pas de voir un point devenir une source. » Je voudrais revenir sur chemin de randonnée. Asphalte, cailloux, est-ce qu'il y avait des contraintes alors qu'on est quand même beaucoup dans l'urbain ou le périurbain? Alors effectivement, la Fédération française de randonnée aurait pu nous dire que notre projet de sentier métropolitain était trop différent de ce que doit être un GR pour qu'il puisse l'homologuer. Tais-toi. Mais ils ont fait le choix de jouer le jeu, c'est-à-dire de prendre le risque de nous laisser détourner un petit peu la marque GR avec tout ce qu'elle incarne pour tous les millions de randonneurs et nous laisser un petit peu expérimenter et transplanter ce GR, comme dans une sorte de greffe chirurgicale, transplanter ce GR en milieu périurbain, en ville et tout ça. Marseille et sa production, signore, n'essaye pas d'ignorer. Centre-ville, MARS, pas besoin de te présenter ma ville. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vif. Ça rappe dans tous les coins, se rappelant du rap d'hier, troisième génération. On avait envie de s'arrêter ici, dans ce quartier de Marseille. La caricature veut qu'on parle de violence, qu'on parle de drogue. De votre point de vue à vous, qui intervenez socialement depuis une trentaine d'années, que ce soit dans le social, dans le culturel ou dans l'éducatif, contre quoi ou pourquoi est-ce que vous vous battez? Alors, on est ici dans un CDI, dans un collège, et c'est pas hasard si j'ai proposé qu'on le fasse dans ce lieu et dans cet espace. On n'est pas dans un centre social, on n'est pas dans un local associatif, qui sont quand même des espaces avec lesquels on travaille aussi, mais symboliquement, faire cette émission dans un endroit qui représente pour moi l'éducation, l'avenir, l'instruction, l'ouverture, c'est pas neutre. Karim, vous avez été en situation difficile au moment d'entrer dans l'adolescence. Comment vous avez réussi à vous présenter plutôt dans de bonnes conditions au baccalauréat? Quand on vient ici, on est dans la jungle. Alors on se laisse un peu aller peut-être. Et voilà, je faisais un peu n'importe quoi. Discipline, niveau scolaire, tout, c'était n'importe quoi. Vous disiez il y a une seconde, c'est facile de quoi? C'est facile de divaguer, monsieur. Quand on arrive à l'école, on est au fond de la classe, on travaille mal. Voilà, on se sent pas bien, on se sent pas trop bien à l'école, on taille un peu, on traîne un peu dans le quartier, on n'a rien à faire. Voilà, on se retrouve vite dans ça. Et voilà, s'il n'y a pas les éducateurs pour nous dire travailler, s'il n'y a pas l'établissement qui appelle les parents pour dire qu'ils ne sont pas allés à l'école, c'est sûr qu'après, ça va vite. On traîne dans le quartier et on rentre dans les trafics. Pour avoir une identité, pour savoir qui on est, pour être respecté, on passe par la case je vais faire n'importe quoi pour que tout le monde sache qui je suis. C'est quoi n'importe quoi? Répondre aux profs, c'est tout ce passage de la rébellion. En plus, on est en période d'adolescence, on se cherche. Et comment dire ça? En fait, pour ma part, je ne savais même pas qu'il y avait des éducateurs dans un quartier où... En fait, nous, quand on est arrivé au collège, c'était pas du tout le même fonctionnement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis surprise carrément de voir ce que les profs font avec les élèves, les projets avec les élèves, ils ne les lâchent pas. Alors que nous, quand on était encore dans ce collège, on était un peu balargués. C'était tu viens à l'école, tu fais ce que tu as à faire et tu t'en vas. Myriam, comment tu t'es remise à bien travailler, ou en tout cas à travailler avec plaisir? En sixième, j'étais dans une classe A. C'est dans une classe qui est... Il y a moins d'élèves que dans une classe normale. Classique, ouais. Voilà. Et le prof est plus avec nous, en fait. On est plus concentrés parce qu'on fait moins de travail, en fait, qu'on fait dans une classe habituelle. Et on peut parler, on peut dire tout ça qu'on a, en fait, en dedans de nous. T'as le droit d'être bavarde?
Non, avec la prof. Voilà, je vais te parler avec la prof. Nos élèves ont besoin d'être accompagnés au quotidien, d'être conseillés, de leur appeler l'autorité, effectivement, la fermeté, mais j'aime bien avec bienveillance. Et à partir du moment où le cadre est posé et qu'on sent cette bienveillance, on travaille, on arrive à bien travailler avec eux. J'aimerais ajouter que moi, pendant très longtemps, même depuis très, très petit, et que je me suis posé la question sur comment passer du vivre à exister. Je suis beaucoup sur la réflexion sur qu'est-ce que je veux devenir plus tard. Donc en parallèle, j'ai toujours utilisé l'écriture comme outil pour pouvoir réfléchir, prendre du recul. Je me suis rendu compte que c'est pas évident de se retrouver dehors, surtout que quand il y a un jeune qui ne trouve pas ses repères à l'école, qui ne trouve pas ses repères dans la cité, qui ne trouve pas ses repères, une fois qu'il est face à l'environnement, il se retrouve déstabilisant. Comment est-ce que vous avez vu évoluer ce quartier? J'ai vu évoluer ce quartier puisque j'y suis né. Ouais. C'était des quartiers agréables à vivre parce qu'il y avait une mixité sociale, il y avait une mixité ethnique. Moi, personnellement, étant enfant, je ne me rappelle pas avoir trop de collègues maghrébins. J'avais beaucoup de collègues d'origine italienne, espagnole, juive. Et puis, les années 75, on a vu une politique du logement qui nous a amené à avoir beaucoup de populations maghrébines qui sont venues. Les populations européennes ont quitté ces quartiers. Et après, les années 90, on a vu arriver une population plutôt d'origine comorienne. Le métissage a eu lieu, la cohabitation a eu lieu ou ça a été compliqué? Il n'y a plus eu de métissage, justement. C'est là qu'on a commencé à dévier vers un communautarisme. Je ne sais pas, après moi, ça m'a posé des questions, justement, sur cette politique du logement. Quand on arrive ici, on arrive dans une autre, on dirait qu'on arrive dans une autre société. Les années 80 ont été terribles ici, dans ces quartiers. Il y a eu une grosse flambée, une grosse arrivée d'héroïne. J'ai beaucoup de jeunes de ma génération qui sont morts du sida, par overdose. On a eu beaucoup. C'est pour ça que quand il y a eu dans les années 80, fin des années 80, le shit qui est arrivé un peu, quelque part un peu les familles, ça leur disait, bon, c'est le shit, c'est pas grave, c'est pas l'héroïne. C'est moins grave. C'était moins grave, c'est moins pire. Non, ça va, c'est pas méchant. Et les premiers réseaux, on s'est aperçu qu'ils faisaient un peu régner aussi l'ordre. La tranquillité publique. Tranquille, donc vous venez dans le quartier, il n'y a plus trop de cambriolage et tout. Donc on a laissé faire. Moi, en étant petite, je voyais ça, mais pas vraiment. Mais là, j'en vois. Bon, là, maintenant, peut-être que je suis plus adulte, donc je vois plus. Et voilà, non, il y a beaucoup de changements, effectivement. Et vous vous sentez démuni par rapport au trafic? Je pense que pour agir là, il faut avoir de la force, quoi. C'est un grand combat. Est-ce qu'à un moment, il faut continuer à parler à des gens dont on sait qu'ils sont partis dans le trafic? Comment est-ce qu'on gère ça, j'allais dire professionnellement? Quand je suis arrivée sur ce quartier, la question du trafic, Mohamed en parlait tout à l'heure, était très circonscrite sur un bâtiment avec essentiellement des grands. Quand j'ai des grands, c'était des plus de 20 ans, 21 ans, qui étaient... et pas un petit, pas un enfant, on était aspiré là-dedans. Je parle Quand j'ai commencé à travailler, c'était à 35 ans, ici, sur ce quartier. On ne peut pas tourner la tête, se dire « Ah ben non, ça ne nous concerne pas », ou « Ça concerne que la police et la justice », ou ben, « Tant pis pour eux, ils ont choisi ». C'est le discours, certains discours qu'on entend aujourd'hui par rapport au règlement de compte, entre guillemets, ou au meurtre. C'est ben, ils ont choisi, ils assument. Et où on a vu ça dans une société, de voir des enfants mourir, parce qu'à un moment donné, on les a laissés se faire aspirer là-dedans. Tout le monde a droit à la rédemption. On peut avoir fait des bêtises. On peut avoir la volonté de vouloir s'en sortir. Je ne vais pas lui dire non, écoute, tu as vendu pendant 2 ans. Voilà. Il faut que ce soit le jeune qui le sente lui-même déjà aussi au départ, qu'il a envie de s'en sortir. Ouais, on va finir cette conversation avec un a cappella de Anticorps. Voici l'histoire d'une soirée où je pensais pas perdre mon temps. Cette soirée-là, elle était grande, elle était peut-être même flagrante. Les volets claquent, des portes se ferment, j'étais dans le noir, l'homme troublant. Je pense à rien, je ferme les yeux, et ben ouais, je trouve ça rassurant. Peu importe ce que les gens disent, pour moi, on a su trouver le succès. La lune est pleine, les étoiles brillent, j'espère un jour palpiter. J'ai mal à la tête, Philippe. Certains rêvent d'être sur des posters, mais combien d'artistes, de rappeurs ou poètes ont finalement su se taire? Peu importe où la liste, j'ai su le faire. Mais bon, comme tu suis la rime, je le dis, j'ai souffert. Lunettes ou casquettes à l'envers, je suis pas genre à faire Cosette. Je tourne en rond, et ben ouais, je n'ai toujours pas changé des cassettes. Coupé du monde, j'ai l'impression que tout ça est un bras de fer. Je suis pas schizophrène, mais ma langue se met en colère. Dans mes idées, moi je freine, chaperon black, remets ses lunettes.
Merci. Vous êtes Rudy Ricciotti? Oui. Je vous reconnais, parce que je vous ai vu ces 3 derniers mois 17 212 fois dans la presse, audiovisuelle, écrite, etc. Salut Rudy, ça va bien? Le cauchemar de Playtime de Jacques Tati est arrivé. Tout ressemble à tout. Et l'esthétique de la globalisation, même si ça peut paraître réactionnaire, est quand même critiquable. Effectivement, ici, dans cette architecture, on est plutôt dans une architecture de narration, dans une architecture de la complexité. Regardez ce spectacle de lumière et d'ombre au sol, vous voyez, on est là pour fabriquer une fragilité, pour dédensifier la responsabilité constructive, pour lui donner un autre écho, pour lui donner un autre horizon, et puis qui est quand même assez légitime. On est confronté à cet horizon métaphysique de la Méditerranée, avec des couleurs qui rendent fou, quand même. Vous auriez pu être poète, parce que vous utilisez... Vous avez fait cet endroit, vous l'avez dessiné avec votre mine et votre langue qui dépassait, peut-être, j'en sais rien. Oui, j'avais la langue qui dépassait, oui. Vous êtes dans une poésie rare. Mais au-delà de ça, moi, je m'arrête sur ce que vous avez dit il y a une seconde, c'est l'idée de la porosité sociale. Autrement dit, c'est un musée. A priori, c'est un musée. Or, l'idée, c'est aussi qu'on puisse y venir sans aller voir les collections, ce qui est là aussi un paradoxe, mais vous avez le goût du paradoxe. Le Mucem, ce n'est pas qu'un musée. Le Mucem, c'est un territoire qui part des quais et qui finit dans le quartier populaire du Panier. Voilà. Et on change de territoire, on circule, il y a des rampes, il y a des passerelles, etc. Et vous voyez bien ce mouvement ziggourats que nous sommes en train de parcourir, qui va de la terre jusqu'au ciel, en passant au-dessus de la mer. Vous êtes un bon vendeur. Hein. Non, j'aime mon métier et j'aime l'architecture. Alors, la question, c'est est-ce que Marseille peut s'en sortir? Marseille, c'est ce Quasimodo de béton qui reçoit des coups sans cesse, sur lequel on crache et qui sourit en réponse et qui ne comprend pas pourquoi on le déteste. Mais vous savez, Marseille ne supplie pas, Marseille ne mendie pas, Marseille ne pleurniche pas. Et Marseille survivra, quoi qu'il advienne. Vous êtes une anguille, vous, hein? Pourquoi vous dites une anguille? Vous voulez que je cogne, c'est ça? Rudy, Thierry Fabre, Rudy Ricciotti, mais bon, j'imagine que je ne vous apprends rien. Vous allez bien, Thierry? Merci, très bien. Oui. Thierry Fabre, dans votre travail à vous, il y a cette idée d'un maillage. On est au cœur de la Méditerranée ici, hein. En tout cas, ça a toujours été votre intention, et une manière de faire un récit de l'histoire qui exclut la notion identitaire. On n'est pas dans l'identité, mais vous êtes dans le récit qui construit une existence. Dans un maillage et un alliage, c'est aussi un terme qui est propre à l'architecture, mais qui va bien aussi pour raconter les relations entre les cultures qui font la Méditerranée, et notamment entre ces villes. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire-monde? C'est une notion qui une histoire vous est propre. C'est une histoire... Non, c'est Brodel qui défendait cette idée-là. C'est une histoire qui ne regarde pas son nombril. C'est une histoire qui décentre le regard. C'est ce qu'on a cherché à faire dans cette exposition, le noir et le bleu. Il y a un récit qui est le récit français, européen, mais c'est pas le seul. Et donc quand on parle du rêve méditerranéen, c'est très intéressant de renverser nos cartes mentales et d'aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Comment on regarde ce monde méditerranéen? On ne le regarde pas de la même façon. Le noir, c'est le tragique, le bleu, c'est le solaire. Le tragique solaire. Le tragique solaire. Il y a une polarité. Et c'est indissociable. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Du terrorisme à la pureté d'un ciel, si on se résume aujourd'hui. Les lumières ont leurs ombres. Et c'est ce que montre Goya avec les désastres de la guerre, le songe de la raison produit des monstres. Eh bien, on voit qu'on ne peut pas échapper à son ombre quand on marche. Face à Miro. Exactement. En dialogue, en tension, l'une avec l'autre. Ce n'est pas une exposition sur la couleur, c'est une exposition sur la tension entre civilisation et barbarie. Enfin, moi, je partage beaucoup de la fascination, de la passion qu'a Thierry Fabre sur le monde méditerranéen, vous en doutez, sauf que je n'ai pas son hésitation quant au mot identitaire.
Ce mot dont on nous a laissé entendre et croire qu'il était un mot de droite, exclusif, non. Je pense que l'identité existe et que l'identité est une complexité et une narration. Je préfère l'appartenance à l'identité. Ça peut peut-être raconter la même chose, mais l'appartenance, on l'a choisi. Et l'identité, ça, trop souvent, ça enferme. Et donc on peut construire des appartenances méditerranéennes très fortes qui permettent de limiter ce que Amin Maalouf appelle des identités meurtrières. Voilà un peu peut-être la distinction que je ferai entre identité et appartenance. J'ai demandé à quelqu'un que vous connaissez bien, j'ai demandé après le Jocage de venir nous rejoindre pour nous parler de l'usage qu'il fait du pavillon noir. Pour le coup, c'est l'architecture que vous avez imaginée pour lui à Aix. Il y a longtemps. Ouais. Il en fait un très bon usage d'ailleurs. Oui, ça va Très bien. Plaisir de te revoir. Bonjour Angelin, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Oui, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de ma vie d'ailleurs, d'avoir ce pavillon noir. C'est un bâtiment qui est une résille de béton aussi, mais beaucoup plus radical, je dirais. Il est un peu debout dans sa radicale élégance face à la ville. C'est un peu comme lui, quoi. Rudy, je vous laisse partir parce que je sais que vous avez un rendez-vous. Vous avez marre de moi, c'est ça? Oui, non. Rudy, à bientôt. Et vive la poésie. Bon, Rabem par là. Ouais. En fait, on était dans des locaux provisoires depuis 10 ans, qui étaient un peu restreints, réduits. Et tout à coup, on est passé dans ce bâtiment. Et je dirais que là, il y a une sorte de montée en puissance au sens presque spinozien du terme, c'est-à-dire que la puissance chez Spinoza, c'est l'aboutissement, c'est-à-dire du niveau où on peut être, c'est-à-dire d'occuper au maximum son espace de rayonnement presque. En plus, il y a une telle lumière traversante dans ce bâtiment qu'il y a une sorte de radiation et une sorte de beauté qui exalte l'énergie des danseurs. Évidemment, quand on pense à la Méditerranée on est servi. et au pourtour méditerranéen, j'ai pensé que les 1001 nuits, c'était vraiment le thème idéal, le livre idéal, puisque c'est des contes qui viennent depuis l'Inde, qui passent par la Perse, on a des choses qui viennent du Moyen-Orient, le Maghreb, et puis même parfois des contes du sud de l'Andalousie. Et je trouvais que c'était parfait pour évoquer cette thématique de la Méditerranée qui relie un peu toutes les cultures. Para mí el cartucho es la casa mayor de todos los ñeros, los habitantes de calle, el gamín, el ladrón. Pongamos, yo odio a los ricos, los que tienen plata los odio. Pues yo me bajé el taxi bien ofendido y saqué el fierro. Pegué 2 tiros, ¿me entiendes? Muertos y muertos porque hubo mucha violencia. El cartucho fue harta violencia por faltas de la gente, ¿no? Ningún tomo de metí ahí, en el tiempo ningún tomo de metí ahí. Y sí, el que no me conocía, baila. Stan Guigui, photographe, des années de vie en Colombie, à Bogota. Qu'est-ce que vous avez appris en photographiant ces gens-là, dans ce pays-là, dans cette ville-là? J'ai appris la vie, je pense, dans des conditions très difficiles,
Quand la civilisation, la société s'arrête, la question c'était qu'est-ce qui reste à l'homme? Comment est-ce qu'on survit? Comment est-ce qu'on se bat? J'ai appris l'homme brut, l'homme nu, qui a plus de maison, qui a plus de vêtements, qui a plus rien, qui a plus de possession. Et il reste quoi? Il reste l'homme, l'âme, et à mon avis l'essentiel. Ce que j'ai vécu à Bogota, c'est quelque chose d'universel. C'est une politique qui s'intéresse de moins en moins à ses concitoyens et de plus en plus aux intérêts de certaines entreprises, de la finance, des banquiers, etc. Je crois qu'à Marseille, c'est une ville extrêmement pauvre aussi. On parle souvent de la violence à Marseille, mais c'est une ville d'émigrés, c'est une ville pauvre, c'est la porte de l'Afrique. Les gens arrivent de leur pays parce que ça ne va pas chez eux. Donc forcément, ils arrivent avec leurs problèmes aussi. À Marseille, selon certaines sources, 28% d'habitants en dessous du seuil de pauvreté, chiffre de l'ONU. Et paradoxalement, c'est la 3e ville pour l'ISF. Toujours. C'est toujours pareil, hein, c'est les mêmes écarts, quoi. Dans le cadre de Marseille 2013, on vous demande à vous, photographe, qui avez vécu des années en Colombie, de venir photographier des footballeurs. En tout cas, ceux qui pratiquent le foot, ceux qui le regardent, ceux qui s'enthousiasment pour lui. Vous êtes paradoxal, mon garçon. Non, je suis pas paradoxal. C'est pas moi qui ai contacté l'OM, c'est l'OM qui m'a contacté. Et il voulait un travail sur les hommes. Et moi, voilà, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'être humain. Et je leur ai dit, ok, mais si je fais un travail sur le football, je veux pas d'artifice. Je veux pas montrer les footballeurs comme des stars. Je veux les montrer comme des hommes et les mettre tous au même niveau, que ce soit supporters, joueurs, présidents ou quoi que ce soit. Et c'était ça un peu le deal. Ça, c'est Rachid Zerwal, c'est le président du plus grand club de supporters d'Europe, les Winners. Les Winners, oui. Ouais, le capitaine. Je crois que c'est un ancien boxeur. Alors, j'ai jamais vu un match de foot. Hein. Ça, c'est encore paradoxal aussi. Je suis pas très calé. Steve Mandanda, qui est goal. Alors ça, je trouvais ça rigolo aussi qu'il y ait un goal qui soit le capitaine de l'équipe. Et voilà le dernier. Michel Hidalgo, voilà, qui est vraiment une légende ici. Bernard Tapie avait réussi quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec le sport, mais chaque match de foot, il en faisait une fête. La fête, c'était d'abord des joueurs de qualité, des noms. C'était d'abord. Mais c'était un feu d'artifice. À chaque fois. Chaque victoire seulement. Marco! Assidore. Ah, faut pas être en plein soleil comme ça! Bonjour! Eh ben alors, Marco! Eh ben alors, on est en plein soleil! Ouais, bon. Ça va? Ouais. Et vous avez les yeux tout gonflés, qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est normal, c'est normal. C'est Ah, normal? c'est normal. Vous voyez bien? Oui. D'accord. Ça me fait plaisir de vous voir, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, moi. Mais vous n'êtes pas sur votre spot habituel? Bah oui, d'habitude vous êtes là-haut. Non, je suis là. Vous êtes là maintenant? Oui, je suis là. Bon, allez, enlevez-moi cette laine polaire, ça me fera plaisir. Hein? Enlevez ça, non? C'est trop chaud. Non, il fait pas chaud. Faut boire de l'eau alors, hein? Ce soir? À 6h, tu verras Il est l'infirmière en à 6h. plein cagnard et il a l'impression qu'il a un peu de la fièvre. Si vous voulez faire un bilan de santé, vous le remplissez et tout. Mais vous n'êtes pas obligé, hein? D'accord? Ça, c'est pas obligatoire. Il vous propose... Bien, hein, si vous le faites. Allez, super. Bon, bah écoutez, M. Saïd. À bientôt. N'hésitez pas à nous appeler, d'accord, hein? Avec nos cartes et tout, si vous voulez... C'est quand vous voulez, hein? Il va mieux que la dernière fois, c'est bien. En même temps, d'être à l'ombre, ça doit aussi le... Ouais, carrément. Tu sais, parce que là-bas, il est en plein cagnasse. Ouais. Là, elle est assise et tout. Hein. Là-bas? Non, mais Fatia. Oui, c'est parfait, quoi. Bon, j'ai appelé Charlotte. Je vous téléphone parce qu'on va faire une hospitalisation sous contrainte d'une dame qui est attendue au pavillon 14. Elle soliloque, elle est très dissociée, elle est en errance, elle ne veut plus retourner dans sa maison, elle est vraiment en danger, hein, cette femme. Je vais appeler les pompiers. C'est la deuxième fois qu'on l'hospitalise et la dernière fois c'était très mal passé. Tu viens avec moi, Charlotte? Et moi je fais quoi? Tu restes là? Je reste là. Moi je vais faire le tour, je vais lui parler par en bas, venez pendant ce temps. Mais je préfère être par en bas. Et nous on descend par là? Vous descendez par là, oui. Mais attendez que j'y sois. Tiens, on ne puisse pas organiser tout ça, quoi. Là, on va chez une personne qui s'appelle Ali, qui est suivie par l'équipe Un Chez Soi d'abord, qui est une autre équipe. Hein,
C'est un programme en fait, qui est né après, qui a commencé en août 2011, qui se situe, c'est un essai randomisé sur 4 villes qui essaye de montrer en fait, de façon scientifique, en produisant des données de haut niveau de preuve, que l'intervention où on accompagne des gens qui ont une pathologie psychiatrique sévère directement de la rue dans un logement ordinaire avec une équipe pluridisciplinaire a un coût-efficacité supérieur au dispositif habituel. Et les résultats sont très satisfaisants. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette idée un jour de 2007, c'était dans un squat, hein, si je me souviens bien, d'imaginer le traitement par le logement? Et notre idée de pourquoi du logement d'abord, pourquoi du chez-soi d'abord, c'est venu des gens de la rue. Quand on arrive, nous, on a commencé par du travail de rue, on s'est présenté en tant que médecin, ils nous ont dit « vous êtes gentils ». Mais franchement, c'est pas de la psychiatrie dont on a besoin, c'est pas des urgences dont on a besoin. Trouvez-nous un chez-soi, quoi. Un minimum de confort. Voilà, après on verra, quoi. Et c'est vrai que après ça nous a paru évident. Il y a un programme qui a été créé en 1991 à New York par un Grec qui s'appelle Sam Tsomberis et qui a fait un premier essai randomisé de personnes qui sortaient de la rue directement pour avoir un chez-soi ordinaire versus les dispositifs en palier. Alors lui, c'est quelqu'un issu de la santé mentale. Et il a dit les personnes qui vivent avec une pathologie psychiatrique sévère ont des compétences et sont tout à fait capables d'avoir un chez-soi tout de suite depuis la rue. D'autant plus que ce qu'on savait et ce que les chercheurs ont montré, c'est que les gens qui vivent dans la rue développent un grand nombre de compétences et d'outils pour survivre et que donc c'est des gens qui ont déjà à la base des compétences et qu'on peut utiliser ces compétences, cette énergie pour qu'ils puissent réapprendre ou apprendre à avoir un chez-soi. C'est bon, je peux rentrer? Vas-y, bien sûr. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien. J'étais SDF pendant des années et Vincent Gérard, je le connais depuis longtemps et bon, il est passé à vélo, t'as attrapé, je lui ai expliqué mon cas et donc ils m'ont aidé à avoir un hébergement. Tout ça. Et moi, on m'a fait sortir de la galère, quoi. Avoir 4 murs et un toit, c'est le principal. Manger, vous pouvez vous serrer la ceinture. Et vous vous entendez bien avec les gens de l'immeuble? Ah oui, il n'y a pas de problème. Je dis bonjour à tout le monde, il n'y a pas de truc. Je ne suis pas un mec à mettre la musique à fond, ou la télé à fond, un truc comme ça, je respecte. Les voisinages. Il y avait un moment, c'est à cause de ça que je me suis retrouvé dehors. J'étais alcoolique. Et j'avais bu et tout, et bon, je me suis pris la tête avec le voisin. Et le voisin appelait le propriétaire. Le propriétaire m'a pas dit, il m'a pas donné une chance, quoi. Il m'a dit, bon, allez, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Et puis après, bon, c'est quoi? C'est la galère, voler, un truc comme ça, se retrouver en prison, sortir, voir personne. Bon, parce que j'ai la famille en France. J'ai mon père et ma mère, mes frères et ma soeur, mais ils sont dans le Nord. Il y avait aussi ce phénomène des voix qui... C'est dans ma tête. Les voix, elles me conseillent, des fois. Ça, c'est vrai, elle me conseille, Marc, passe un coup de balai, lève-toi, tout truc comme ça. Mais bon, j'étais en prison, c'est pareil, le truc, il n'y a pas de traitement efficace pour ça. Je discute avec moi-même, je peux dire. Et plein de gens discutent avec eux-mêmes. Hein. Eh oui, voilà, mais certaines personnes trouvent ça étrange. Ça, c'est vraiment, enfin, c'est une forme de preuve, quoi. La possibilité. Mais lui, sa prise en charge, elle est quasiment que sociale. Ouais. Et ça, mais si tu veux, quand tu fais de la santé publique, tu sais que 85%, entre 80 et 85% de ta santé sont liés à des facteurs qui n'ont rien à voir avec le soin. Environnementaux. Oui, c'est environnemental. Donc lui, tu lui crées un environnement plus favorable. La famille, l'appartement. Et il le dit.
Arles est une ville marquée par la mort, par les cimetières. Le cimetière des Aliscamps du IVe siècle, où tout de même le Christ n'est jamais en croix. Il porte la croix de la rédemption. Puis un peu plus tard, au XIIe, à l'abbaye de Montmajour, là, il n'y a pas de représentation de la mort. C'est un accord direct du ciel et de la terre. Les tombeaux sont creusés à même le roc. Et puis au XIXe sont les cimetières Saint-Sulpiciens avec tout ce nouveau martyr du Christ. Alors bon, la mort est présente. D'autre part, ma mère est morte quand j'avais 18 ans. Je l'ai connue tout le temps malade, surtout les 4 dernières années. Je devais prendre soin d'elle, la penser, etc. Enfin bon. Pourquoi est-ce que très jeune, vous avez été fasciné par la charogne? Un jour, en me promenant au bord du Rhône, je vois une poule morte inondée de soleil et j'ai découvert le soleil sur la mare. Je suis vite allé chercher mon appareil photo, j'ai fait des photos de cette poule qui devenait autre chose. Moi, je voyais un chameau dans le désert, abandonné, etc. Ça, oui. Alors, je voyais toujours autre chose. Et d'ailleurs, c'est ce que m'a toujours dit Picasso. J'aime quand ça devient autre, me disait-il. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Alors là, j'ai été obsédé, en effet, par la mort. Je questionnais la mort, quoi, parce que la disparition de ma mère dans ces circonstances, tout ça, c'était dans les tragédies, l'hôpital d'Arles, où Van Gogh a été venu se faire soigner après l'oreille coupée, on l'avait interné dans une cellule, tout ça. Quand je dis à certains copains artistes que je suis né à cet endroit-là, ils me disent « tu te fous de moi ». Ben, je dis non, c'est vrai, si tu veux faire. Arles est chargé d'histoire partout, de vieilles histoires, c'est 4600 ans avant aujourd'hui, Arles. Ah là, chez moi, là on est vraiment dans ma petite enfance, parce qu'on s'amusait au taureau. Voilà, ça c'était la porte d'entrée du taureau, quoi. Le taureau sortait par là, dans cette petite arène. Les filles étaient assises là. Et ça c'était le bonheur, parce qu'il n'y avait pas de bagnole, quoi. On était les patrons. Maintenant on ne peut plus le faire. Ça change. Ah, c'est affreux. Et photographier les jolies femmes, les jolies filles, oui. C'est une manière de répondre à la mort. À la mort. C'est le héros et Thanatos, quoi. Alors ça, c'est mon arbre. La luz de los luceros es mi amor, la luna es mi rival. Verde, verde luna a mí me llaman, reflejo cruel imaginario. La photo qui est à droite quand on monte à l'atelier, oui. C'est très clitoridien. Oui. Alors vous savez ce que c'est, ça? Non, bah, je vais vous le dire. C'est le symbole absolu. C'est le désert de White Sands, là où on a expérimenté la bombe atomique. Et donc pour moi, le sexe du monde est là. Et si vous montez un escalier, vous voyez une femme nue sur une dune avec un grand ciel, c'est toujours ce White Sands. Elle est là, la vie, contre cette mort qu'on a expérimentée là. En plus, c'est là. La bombe atomique, c'est tellement phallique, c'est extraordinaire. Je suis arrivé au pied de la dune et j'ai vu cette chose et je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Je me suis dit, tu crèves là au milieu, mais il faut que tu la fasses. Comment vous la vendez, cette photo? C'est-à-dire, est-ce que vous la vendez comme un fantasme de femme, ou est-ce que vous la vendez vraiment comme étant le lieu de l'explosion de la bombe atomique? Ah ben, je l'appelle le sexe du monde. Alors après, on en fait ce qu'on veut. Ouais, mais comme on le sait ou on ne le sait pas. Il y a eu tout le côté canaille de la collection, même qu'elle soit zébrée ou pas. Donc on imagine effectivement qu'on est plutôt sur le fantasme du sexe de la femme, alors qu'en fait... Ah ben oui, mais vous savez, actuellement, d'ailleurs, je vais plus loin, ce sont des sexes fleuris. Voilà. Je mets des fleurs et des feuilles autour d'un sexe de femme. Il y en a une qui était exposée dans une galerie de Paris, qui exposait des fleurs. Alors, j'ai reçu l'invitation, je lui ai dit « Et pourquoi pas un sexe fleuri ?» Il m'a dit « Oui, tout de suite. » Paf, je lui ai envoyé. Et vous voyez, par exemple, il y a quelques jours, j'ai rencontré une jeune femme qui voulait acheter une photo de moi, qui l'a achetée. Bon. Et puis je l'ai regardée. Mais une photo de vous, pas une photo de vous. Non, une photo d'un nu qui lui plaisait. Et je lui ai dit, est-ce que vous posez pour des nus?
Oh, elle me dit, j'ai un peu, pas beaucoup, mais elle me dit, je fais de la danse, je fais, bon, ah, vous faites de la danse, très intéressant. Et j'ai fait un essai avec elle, un rouleau. Et j'ai remarqué son pied, évidemment, le pied d'une danseuse, elle sait s'en servir, elle sait le placer. Et j'ai placé ce pied à côté de son sexe. Et il y a là une rencontre telle que je suis... Alors, je suis embêté parce que je n'ai pas ma tireuse en ce moment, on ne peut pas tirer des épreuves sur papier, mais j'ai hâte de l'avoir tiré sur papier parce que, à mon avis, il se passe quelque chose là. Parce que ce pied, c'est plutôt un symbole masculin, quoi. Et pourtant, c'est un pied de femme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, je suis dans l'attente, c'est ça qui est passionnant, quoi. C'est là qu'il donne l'intérêt. Et vous avez quel âge, sinon? Comment? Vous avez quel âge, sinon? Ah ben moi, j'ai 18 ans, là, je découvre ce que peut être le rapport d'un sexe de femme. Alors, surtout que je l'ai connu il y a 2 mois, donc je lui dis surtout, laissez vos poils pousser, ne les rasez pas, quoi. Alors, ça devient magnifique. Les nus d'hommes, ça vous a jamais... Bah non, parce que je suis un affreux hétérosexuel, sûrement. Il faut avoir une relation sexuelle avec l'homme pour le comprendre. En même temps, il y a une esthétique de l'homme. Enfin, Absolument, non, mais moi, j'ai rien contre. Mais, sauf que c'est pas facile, hein, l'homme, parce que l'homme n'a pas de patrie. Parce qu'il y a un type comme Guy Roddy, le cinéaste, qui les filme à hauteur de couilles, quoi. Oui, oui. Et c'est pas évident. Mais bon, le gros problème des hommes, d'abord, ils sont un peu comme ça. Ils n'ont pas ces hanches des femmes qui sont formidables, ces formes, et puis ils n'ont pas de seins. Alors, quand vous coupez la tête, vous faites une amputation, parce que tandis que la femme, vous coupez la tête, c'est les seins qui la terminent. Et c'est magnifique. Ou le sexe dans l'origine du monde. Ah oui, non, mais là, on peut, avec la femme, je vous dis, tout est possible. Avec l'homme, c'est vachement compliqué. En plus, se pose la question du sexe, proprement dite. L'homme est en érection ou il ne l'est pas. Donc, c'est une autre lecture. Pourquoi il est en érection, pourquoi il ne l'est pas. Tandis qu'avec la femme, on se pose pas cette question. Même si c'est un peu maladif. Bon. Mais avec la femme, on ne se pose pas cette question. C'est un mystère. Oui, sauf les... Alors, le problème, c'est quand elles sont épilées et que ça fait sexe de petite fille. Et moi, ça m'agace. Parce que là, je n'ai pas envie d'être assimilé à la pédophilie ou autre. Parce qu'il y a des moments où on se casse le nez, quoi. On se dit, c'est une petite fille. Bonjour. Françoise Nyssen, c'est là-haut? Oui, c'est là-haut. Alors, c'est là-haut. Je crois que je vais retrouver, mais on va essayer. Oui, mais non. Oui, mais non. Le bureau de Françoise Nyssen. Oui, alors suivez-moi, on va gagner du temps. François, je vous trouve. Je suis contente de vous accueillir ici. Merci de nous recevoir, Françoise Nyssen, dans cette belle maison. Elle est à Arles, elle est près de Marseille, elle est loin de Paris. Et le mot sur lequel on peut travailler dans ce carnet de route, c'est le mot délocalisation. Alors, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé. On a aussi beaucoup utilisé décentralisation. On nous a souvent demandé, mais comment se fait-il? Comment peut-on faire ce métier là, loin de Paris? Est-ce que c'est pas trop difficile? Est-ce que vous éditez des auteurs régionaux? Et la réponse que j'essaie de faire systématiquement, c'est de dire d'abord, est-ce que vous demanderiez à Antoine Gallimard s'il publie des auteurs parisiens parce qu'il habite à Paris, il publie, voilà. Même si on est ici en région, eh bien, on publie, et c'est important de le noter, des choses qui ont à voir avec l'international. Et c'est cette vision des choses. Mais on n'est pas loin de Paris. On était loin de Paris au démarrage d'Actes Sud, il y a 35 ans pratiquement. Il n'y avait pas le fax, il n'y avait pas Internet. Maintenant, tout est prêt. Il n'y a plus de problème de distance. Vous êtes au départ scientifique, vous êtes au départ chercheur, vous êtes aujourd'hui patronne, directrice d'entreprise, présidente d'Actes Sud. Président d'Actes Sud. Je ne suis pas sûr que ça vous aille très bien, mais pourtant, vous assumez. On est à 200 salariés, c'est ça? Exactement. On est à 65 millions de chiffre d'affaires. Exactement. Et vous dirigez donc une entreprise.
Je dirige une entreprise. Comment est-ce que vous avez réussi à vous délocaliser comme patron? Ce n'est pas une pyramide, une entreprise. Et donc, il n'y a pas des gens qui sont au sommet d'une pyramide et des gens qui sont en dessous, avec une hiérarchie. On a toujours vécu et souhaité que soit vécu par l'ensemble des collaborateurs, l'entreprise comme plutôt un organisme vivant, avec des services qui interagissent et des responsabilités qui se conjuguent et qui se potentialisent les unes les autres. Et important, échelle de salaire de 1 à 7. Hein, c'est aussi là, pour le coup, un parti pris. Il y a aussi délocalisation par rapport à votre propre vie, avec un moment d'histoire qui est la perte d'un enfant qui peint, ou qui a peint, et que vous avez utilisé, qui est ici dans votre bureau, que vous avez utilisé pour certaines de vos couvertures. Et là, pour le coup, il y a chez vous et chez votre mari l'envie d'autre chose, c'est-à-dire d'aller ailleurs, à 15 km d'ici, et d'imaginer une école, ou en tout cas un lieu pour ces enfants à problème. Une école qui serait bienveillante et accueillante pour tous les enfants, en ce compris les enfants qui ne sont pas dans le moule ou dans le... Voilà, tel qu'on imagine qu'ils doivent correspondre aux apprentissages, etc. Alors, c'est un projet éditorial aussi. Donc, on continue, on est dans une aventure qui continue. Jean-Paul Capitani a créé il y a quelques années une collection qui s'appelle Le Domaine du Possible, et on va la mettre en pratique, cette idée de domaine du possible. Donc on est dans l'idée d'essayer de proposer quelque chose. Ça fait des années qu'on réfléchit effectivement au processus d'apprentissage et l'éducation, parce que c'est vrai que quand on est confronté à des jeunes qui ne sont pas dans le moule et qui sont pas tout d'un coup on réalise à quel point il y a besoin d'ouverture et d'accueil pour eux. Et quand on se concentre sur le sujet, tout d'un coup, on perçoit le système tel qu'il est aujourd'hui en France, très polarisé et très préoccupé de son évaluation, de la compétition, du remplissage plutôt que de l'émergence et de l'accompagnement des enfants vers une confiance en eux qui en ferait les adultes responsables qu'on attend demain. Je me disais qu'il y avait une très belle chose derrière vous, parce que je n'avais pas imaginé tout de suite. Il y a le titre d'un livre, et je crois que ça résume bien l'ambition, c'est Amour. Non? Oui. Ça me va. Ça me va bien. Marseille, entre rêve et réalité, réalisons l'unité. 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 Ballotté par la gravité. L'Histoire de l'œil, c'est une librairie qui a 8 ans d'existence. D'où vous est venue l'idée du nom de votre maison et quelle activité avez-vous ici? Ça marche? Alors oui, ça marche plutôt bien. On a cette chance aujourd'hui, en temps de crise, d'avoir une librairie qui fonctionne. Alors le nom, c'est un peu une boutade parce qu'on est situé juste en face d'un traiteur qui est une épicerie fine très très connue à Marseille, qui s'appelle Georges Bataille, qui est l'homonyme parfait de l'auteur de l'Histoire de l'œil. Et en s'installant en face, oui, on ne pouvait pas rater le coche. On aurait pu s'appeler le Bleu du Ciel, mais pour une Lilloise qui arrive à Marseille, c'était un peu téléphoné. Vous avez eu la gentillesse d'accepter qu'on reçoive chez vous Rémi Duchesne et François Thomasou. Ce sont 2 auteurs qui écrivent sur Marseille. On peut aller les retrouver? Installation d'une expo à venir. Installation d'une expo à venir. Ah, ils sont là. Salut messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Entre Monterland qui fait des choses presque inavouables ici, Artaud qui naît ici, Cocteau qui fume beaucoup, qui fugue, Breton qui invente un jeu de tarot alors qu'il veut partir vers l'Amérique. Il y a des choses qui sont très belles sur Marseille, mais il y a des choses qui sont très dures, qui arrivent aux auteurs qui viennent à Marseille. Ouais, j'ai cherché à être objectif, malgré ma passion pour Marseille. Je n'ai pas caché certaines pages sombres. Et parmi les plus sombres, il y a effectivement la découverte de l'antisémitisme comme une claque au visage d'un enfant de 10 ans. Donc Albert Cohen qui sort du lycée
et qui se dirige vers un camelot tout confiant avec un petit sou dans la poche. Il est prêt à lui acheter un détachant. Et puis le camelot le foudroie d'une déclaration, l'insulte, enfin dans des termes ignobles. Et l'enfant erre pendant des heures, malheureux dans la ville. C'est une promenade littéraire, mais alors celle-ci, elle est vraiment pathétique et tragique. François Thomazeau, pourquoi fallait-il encore écrire une biographie sur Marseille? C'est-à-dire que je suis né à Marseille, je suis né à Lille, vous voyez, c'est intéressant. Excellent. Je suis né à Lille et j'ai eu besoin, comme beaucoup d'être adoubé. D'être adoubé. Je me suis dit, je vais essayer d'écrire un livre qui fasse, pour moi en tout cas, la somme de ce que moi je sais, je comprends, je ressens de cette ville, et de faire, pas l'ouvrage définitif, mais l'ouvrage définitif que moi je pouvais écrire. Et il m'a semblé pour ça que le polar que j'avais abordé ne suffisait pas, l'histoire que j'avais abordée ne suffisait pas non plus, des guides touristiques que j'avais abordés aussi ne suffisaient encore pas. Et finalement, j'ai fait comme ça. C'est pour ça que j'ai fait un ouvrage qui n'est pas un livre d'histoire, qui n'est pas un roman, qui n'est pas une biographie au sens strict, qui est un peu un mélange de tout ça. J'ai essayé de faire un ouvrage un peu composite comme l'est la ville. Marseille continue sans cesse de se tenir en respect, de rouler des mécaniques, de se retenir avant de faire un malheur qui n'arrive jamais. Je cherche dans ces visages les traits de ces Marseillais d'avant Marseille. Qu'en reste-t-il? C'est vrai qu'il y en a plus qu'ailleurs, dans ces rues, des tronches de portraits robots, des mâchoires massives et des nez en cap canaille. Les filles mâchouillent de la gomme et les mémés sont résignés aux assauts du temps, leurs rides creusées par des décennies d'ultraviolets. C'est ça le Marseillais, c'est cette espèce de chose en devenir. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que Marseille reste une ville en devenir au bout de 2600 ans d'histoire, voire plus, puisqu'on peut remonter à la grotte Cosquer et donc à, je sais pas, elle a peut-être 30 000, 50 000 ans d'histoire, cette ville. Et pourtant, elle n'est jamais achevée. Rémi Duchesne, c'est ici que Giono fait son hussard sur le toit. Hein, oui, tout à fait. Il a une vision, une apparition, c'est lui ainsi qu'il l'a décrit. Donc il vient de faire une grande journée de promenade comme il adorait faire. Hein, c'est un grand marcheur. Il connaît Marseille absolument comme sa poche. Et donc, il est chez des amis au bout du boulevard Bas. Il est en train de rentrer le soir. Et là, il voit apparaître sur un mur, qui est le mur qui longe l'Institut des filles repenties, donc dont le nom indique que c'était des prostituées que les sœurs de charité essayaient de remettre dans le droit chemin. Il voit apparaître un épidore sur un cheval noir. Et c'est le merveilleux hussard Angelo Pardi qui lui est apparu comme ça. Pour l'anecdote, j'ai retenu que c'était ici que Apollinaire avait rompu avec Lou. Avec Lou à l'hôtel Terminus. Oui, faut le faire, et qu'il s'était amouraché de Madeleine. Et il y a plus sérieux quand même. Vous écrivez ceci: sous le pseudonyme de Jacques d'Estaing, Aragon publie aux éditions de Minuit le 14 juillet 1943 La romance des 40 000, véhémente protestation contre l'expulsion par les Allemands de dizaines de milliers de Marseillais, suivie en février 1943 de la destruction à l'explosif de leur maison sur la rive nord du Vieux-Port. Aragon. Tes mots avaient ici toujours le sens dont se grisa l'Europe en d'autres temps, et les tyrans pâles de leur puissance vinrent chercher où le chant prit naissance, dans le Vieux-Port, ce cœur rouge battant d'Aragon. Lorsque les Allemands sont entrés en zone autrefois libre le 11 novembre 1942, ce sont les truands, ces Carbone, ces Spirito, donc ce sont ces grands truands qui ont guidé les nazis dans le quartier Saint-Jean, qui ont indiqué les personnes qu'il fallait déporter, qui ont organisé la déportation, la spoliation des biens des Juifs, et donc qui ont mis la ville dans son cœur. Le cœur rouge battant a été, je dirais, arraché. Et voilà, la responsabilité des truands dans cette affaire-là est énorme. Sur la beauté de Marseille, on va écouter un auteur de polar, c'est Jean-Claude Izzo. Qui était poète. Hein, c'était poète, absolument. La beauté, il faut se laisser porter. Il ne faut pas essayer de dire, bon, elle est là à telle page ou bien à tel endroit. Bon, c'est un endroit où il y a une frontière, il ne faut pas aller. Je crois qu'il faut prendre Marseille dans sa globalité. Hein. C'est une ville qui est belle, mais qui n'est pas belle dans ses monuments. Enfin, elle a très peu de vestiges. Je crois que son histoire... Bon, nous, Marseillais, on sait que notre histoire, elle est sous nos pieds, on est porté par elle. Et je crois que c'est ça, quand on vient à Marseille, il faut y arriver libre. On y arrive libre et on trouvera la beauté de cette ville. Jean-Claude et moi, on n'était pas du tout on était sur le même terrain. C'est-à-dire qu'en fait, on était sur une espèce d'approche presque documentaire de comment fonctionne cette ville. Ouais. Et on était sur des méthodes qui étaient totalement différentes. C'est-à-dire que Jean-Claude était sur quelque chose qui était assez documentaire, assez noir, assez sombre. Moi, j'ai essayé d'utiliser l'humour pour raconter cette ville, parce qu'en fait on avait tous les deux une espèce de but quasi documentaire pour raconter, pour témoigner
sur la réalité de cette ville, qui est une réalité très complexe, et qui est à la fois quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire que je sais que quand Jean-Claude et moi on a sorti nos premiers bouquins, il y avait un vrai besoin d'écrire parce qu'en fait il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'en fait rien n'avait été écrit sur cette ville depuis des années. On restait sur quelque chose qui était de la caricature de type un peu pagnolesque, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui était très... le Marseillais, il a de l'accent, et il est au soleil, etc. Et il a un borsalino sur la tête, voilà, c'est ça. Cette ville est un millefeuille de migration, c'est un millefeuille de culture. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il faut jamais oublier qu'est-ce qu'est Marseille par rapport aux gens qui y habitent. Marseille est une ville d'accueil. Et ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, tous les 10 ans, tous les 20 ans, il y a des couches de population de cultures différentes, qui arrivent de pays d'origine différentes, qui s'installent dans cette ville. La cohabitation de toutes ces cultures est un vrai bonheur, je dirais. À la fois quand on raconte des histoires, potentiellement un vrai bonheur. Que ça peut être un métissage. Voilà. Après, le problème, c'est que le métissage, il n'est pas... Il faut le vouloir. C'est-à-dire qu'il faut le vouloir, et il faut aussi que le métissage soit une espèce de respect réciproque des uns et des autres. Et le problème, c'est que dans cette ville où en fait on développe très vite des ressentis et des comportements paranoïaques, les structures et les communautés se bloquent très vite. Donc du coup on se retrouve dans quelque chose qui est culturellement, ça se juxtapose, ça cohabite à peu près, ça ne se mélange pas et surtout ça ne dialogue pas. Particulièrement depuis une vingtaine d'années. Vous faites partie de cette petite dizaine de réalisateurs sur Plus belle la vie, qui est un feuilleton qui est diffusé chez nos confrères de France 3. Et il se trouve que le quartier dans le feuilleton s'appelle le Mistral, mais ce quartier, de fait... c'est inspiré par le panier. C'est inspiré par le panier. Alors on va se retrouver au panier dans une seconde, mais je voudrais que... Dans une seconde. Là, ça c'est le côté embouteillage, mais on va prendre le métro. Eh bien, elle m'a demandé de filmer, alors je filme, et tout. J'ai pas le style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard du micro. J'ai pas l'intégral du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je sais même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche. Qu'est-ce qui est le plus vrai aujourd'hui ? C'est le feuilleton ou c'est le quartier comment est-ce que l'un fonctionne avec l'autre et comment l'un implique des modes de fonctionnement c'est un vrai paradoxe et c'est vachement intéressant aussi ça. C'est qu'en fait, donc, le quartier du Mistral, la série existe depuis 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans, le chef décorateur s'est inspiré de ce qu'était ce quartier il y a 10 ans, c'est-à-dire un truc qui était quand même un peu plus crade, un peu plus délabré, je dirais. Il a créé un décor en studio qui a une vraie patine. Ouais. La série a du succès, et du coup les gens du quartier se disent c'est une aubaine, on va pouvoir faire du commerce avec. C'est vrai que ça dénature un peu le quartier, parce que moi par rapport au quartier, moi j'ai vécu ici quand j'étais de l'âge 0 à l'âge 6, j'étais ici. J'allais à l'école maternelle qui est juste là, c'était vraiment mon quartier. C'est vrai que quand je vais de l'autre côté vers la rue du Panier justement, parce qu'il y a une rue qui s'appelle la rue du Panier, je ne reconnais plus du tout l'environnement, mon environnement, et surtout l'environnement qu'ont connu mes parents, puisque bon, mes parents ont vécu dans ces quartiers pendant une grosse partie de leur vie, quoi.
c'est ça? Oui, oui. Et c'est quoi? De l'huile essentielle. L'huile essentielle, ils sont faits avec de l'huile essentielle, les emballages. Merci. Ok, c'est moi. Ciao, ciao. On va y aller, on va y aller. On va aller visiter le plus bel endroit de la Ciotat, une rue magnifique. Pas très large, pas très longue. Et c'est la mienne, donc c'est le plus important. Yeah. Allez, on se met dans l'ambiance, vai, vai, vai. Ma vie n'est pas longue, pas large non plus. À moins de 20 secondes, oh, tu l'auras parcouru. Quand on fait le tour du monde, on la quitte par un bout. Et comme la terre est ronde, on revient par l'autre bout. Logique. Allez. Assis devant la porte, on passe un moment. Le vent nous apporte toutes les nouvelles du temps. Est-ce rien qu'une carrière? Le Panier, bien sûr, c'est un quartier très important. D'abord, c'est le quartier qui m'a accueilli quand je suis arrivé à Marseille et qui est un peu, je pense, on peut dire le dernier quartier où on peut voir l'architecture méditerranéenne de la ville. Donc c'est quand même un quartier qui sent l'histoire. Après, j'aimais bien ce mot millefeuille parce qu'il y a l'idée de mélange et aussi de ne pas se mélanger, c'est-à-dire de mélange et puis on garde aussi les goûts intacts de chaque chose, ce qui est pas mal. Est-ce que de votre point de vue, parce que vous êtes, vous connaissez bien, vous sentez bien, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a cette tendance de repli, de vouloir constituer des forteresses, justement, de vouloir voir l'autre comme un ennemi ou quelqu'un qui viendrait prendre des choses. Marseille 2013, est-ce que c'est fédérateur? Est-ce que c'est événementiel? Est-ce que ça rapproche? Alors politiquement, il y a la... On peut savoir ce que vous faites là, je vais vous... J'ai des photos devant chez moi. Mais madame, ah bah, venez, venez madame. Mais non, venez, je vous explique. Mais si, vous êtes ciotadine. Mais oui, monsieur. Et monsieur est chanteur. Il habite juste au coin de la rue. Ah, ben enchanté, monsieur. Et vous le connaissez pas? Non. Bon, ça alors. Attendez. Et sa grand-mère habitait ici? Elle habite très loin, elle habite 50 mètres en bas de chez moi, donc c'est très très loin. Moussuté, vous connaissez pas? Ah, moi je connais, oui. Ouais. Je connais parce que je joue de la guitare flamenco. Voilà. C'est pour ça. On est enchanté d'avoir... Et alors on l'a vu, on l'a enregistré à la fête du panier, à Marseille. Oui. Il chante très bien, hein, oui. je promets. Oui. Et donc je suis venu lui poser des questions sur que met-il dans ses chansons, pourquoi est-ce qu'il vit à la Ciotat, etc., voilà, etc. Oui, je voyais que vous filmiez mon mur, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Ah mais il est très beau votre mur. Hein. Malheureusement, on l'avait tagué. Ah, bah, c'est pas nous alors. Ah non. Non. C'est pas moi non plus. Hein. J'ai passé l'âge. Non mais merci messieurs, excusez-moi mais non, mais... au milieu, mais je voulais un peu savoir. Mais c'est normal. Parce que je suis une ciotadine de génération en génération. Bonsoir madame. Et je m'occupe du musée de la Ciotat. Eh bien, on fait une émission culturelle. Voilà. On a fait le tour. Merci. Donc on en était où? Mais le millefeuille, il existe ça en 2013, il existe depuis très longtemps. Il est appétissant depuis très longtemps, je pense. Ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que c'est un peu les mêmes gens, finalement, qui organisent cet événement, qui ont organisé la disparition du millefeuille. Donc c'est un peu les gens qui sont venus inoculer la maladie, qui reviennent maintenant nous filer le vaccin. En même temps, c'est un peu compliqué la vie à Marseille quand même. C'est compliqué, mais je ne pense pas qu'on puisse attendre de sauveurs. D'ailleurs, oui. Qui viendraient et que... Moi aussi, je trouve que nos politiques ne sont pas terribles, tout ça, mais je préférerais que ce soit moi qui les change. On va parler musique à l'intérieur? À l'intérieur, si vous voulez. Ouais. On va se mettre dans la cuisine, on fait la soupe aux pistes. J'ai déjà écossé les haricots, j'ai mal aux mains. Artémis, c'est le dernier album. Qu'est-ce que ça dit Artémis? Qu'est-ce que c'est que cette déesse qui symbolise finalement une vitalité? Bon, Artémis, c'est la déesse que nous amènent les Phocéens pour fonder Marseille et la Ciotat d'ailleurs, parce que la Ciotat a été fondée aussi par les Phocéens. Et
Finalement, je vois une espèce de continuité entre Artémis et puis la bonne mère, et puis même des images de la liberté conduisant le peuple, là, cette femme avec les seins nus, et puis même plus près de nous, les héroïnes, on va dire, révolutionnaires, comme Rosa Luxembourg ou Louise Michel. Et c'est toujours cette espèce de permanence de se mettre sous la conduite ou le commandement des femmes, et qui est d'autant plus intéressant qu'on est dans un endroit réputé un peu machiste. Comment on définit la musique de Moussouté? Utiliser la musique brésilienne, utiliser le blues, utiliser la musique des Caraïbes. La création a tendance à devenir collective au bout d'un moment. C'est-à-dire les choses sont récupérées, les chansons deviennent des chansons de tout le monde. Le décor, il est planté ici. Donc les histoires, elles se passent devant ce décor. Voilà, la toile de fond, c'est la Ciotat. Mais après, les histoires qui s'y passent sont universelles. Elles peuvent intéresser le monde entier. C'est juste le décor qui change. Les cris des enfants. Moi, j'aime à dire que c'est une ville de voyageurs, de par le train, par les bateaux, quand même, on est face au chantier, et par le plus grand voyage imaginaire qu'est le cinéma. Je viens de me promener dans le chantier du Théâtre Eden. Est-ce que vous pourriez me dire, dans cette histoire extraordinaire qui concerne le cinéma, La Ciotat, l'arrivée d'un train en marche dans la gare de La Ciotat, ce que représente ce chantier et à quel aboutissement ça correspond? C'est une salle de théâtre. Au moment où elle est construite, en 1889, c'est l'Eden Théâtre. Pour une raison simple, c'est que le cinéma n'existe pas. Il sera inventé quelques années plus tard, lors de l'arrivée des frères Lumière, de la famille Lumière, à La Ciotat. Des industriels lyonnais, ils ont fait fortune, ils viennent s'installer ici pour prendre le bon air, pour passer des vacances. Et à l'occasion de ces vacances, presque par hasard, ces gamins qui sont un peu géniaux, accessoirement, eh bien, vont inventer le cinéma. Ce sont des garçons qui ont fait de solides études scientifiques, et leur père photographe n'a qu'une idée en tête, c'est « faites-moi bouger mes images ». Et à la demande de papa Lumière, Antoine Lumière, Louis, parce que c'est surtout Louis qui s'est penché sur ce problème-là, va faire bouger les images et inventer le cinématographe. Ça va être des films de famille, et l'arrivée d'un train en marche ou en gare de La Ciotat, ça n'est que l'arrivée de l'épouse d'Antoine Lumière, accompagnée de Suzanne, la petite fille de Louis. Il y a eu un moment cette volonté des frères Lumière de garder cette invention pour eux. Alors il y a eu une concurrence des mots, ça ne s'est pas toujours appelé cinématographe, il y a plein d'autres, ça s'est appelé de plein d'autres manières. Mais pourquoi est-ce que les Lumières voulaient à ce point garder pour eux la photo du dimanche? Alors quand on dit les Lumières, c'était surtout Antoine, le père. Hein, qui avait pressenti qu'il tenait là l'invention du siècle, même si on n'était qu'en 1895. Hein. Lui, il avait le sens du commerce, parfois malheureux, mais c'était un commerçant. Et lorsque Méliès a voulu lui racheter le procédé, il lui a dit non, je peux te louer, je peux te vendre l'appareil, mais je ne te vendrai pas le procédé. Que va devenir pour La Ciotat l'Eden Théâtre, et au-delà de ça, quelle est la pérennité d'un cinéma comme celui-là et du cinéma plus généralement dans cette ville-là? Ville de combien d'habitants? 35 000. Qu'est-ce que ça va porter comme projet ou comme idée du cinématographe? Alors, pour que ce soit porté effectivement dans notre époque, il faut qu'il y ait une dimension qu'on ne craint pas de dire nationale et internationale. C'est-à-dire, on souhaiterait que cette salle soit un lieu de rendez-vous inédit, et même que la ville de La Ciotat soit une ville de cinéma à part entière dans le sud-est de la France. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire festival? Ça veut dire festival, ça veut dire programmation exceptionnelle avec un ton
qui se rapproche du symbole de la salle, c'est-à-dire une salle où les fondations de films restaurés auraient leur rendez-vous, seraient chez elles, où les cinémathèques européennes, voire internationales, seraient chez elles, où on aurait des rendez-vous avec les histoires du cinéma. Il suffit de se promener dans la rue ou s'attabler à la terrasse d'un café pour s'apercevoir que César et Fanny sont toujours présents. Et si nous levons les yeux sur le vieux port, alors peut-être y verrons-nous passer un de ces 3 Mafrancs qui emporte avec lui un Marius de l'autre côté de la terre. Comment est-ce qu'on fait vivre Ciné-Mémoire, mais surtout comment ça vit une cinémathèque comme cela? Parce qu'il s'agit d'une cinémathèque. Notre mission, ça consiste à constituer un fonds, une collection d'images qui va raconter les pratiques des habitants de la région. Ouais. Ça va aller du film de mariage, du film à la plage, jusqu'au document qui là est fait par un cinéaste qui lui va se rendre compte que la ville est en train de changer par exemple, et il va aller filmer le dernier jour du tramway, parce que la ligne de tramway va être fermée le lendemain, donc il va aller filmer ce qui est en train de changer. Donc c'est des témoins des changements de la ville et de la région. Ouais. Comment est-ce qu'on se constitue en institution, en banque d'images et en banque mémorielle? Ça s'est fait sur 15 ans, hein, parce que ça se fait petit à petit, les gens nous connaissent, ils savent comment on traite les images, ouais. Et on est reconnu aujourd'hui, vu l'importance du fond et des images, comme ayant conservé une partie de la mémoire audiovisuelle de la région. Quels sont les documents les plus remarquables sur lesquels vous êtes tombé? Ce qui est le plus intéressant, c'est souvent les images les plus anciennes. Le cinéma amateur, il commence dans les années 20. Donc à partir de là, on a des images de Marseille dans les années 20 qui nous montrent un changement de la ville assez radical. Ouais. Quelle est la problématique aujourd'hui d'une cinémathèque ou de ciné-mémoire, autrement dit d'une cinémathèque comme la vôtre, qui est d'abord régionale? Si les collectivités ne nous soutiennent pas fortement, comme ça a été le cas depuis le début, on aura de plus en plus de mal à remplir notre mission de constitution d'une collection et puis d'images sur la région. Ouais. C'est un espace public pour la population qui vient ici, comme aujourd'hui par exemple, un dimanche. Avec en plus une crèche, avec en plus... des aires de jeu pour les enfants, un skatepark pour que les adolescents viennent pratiquer leur sport favori, 2 radios, dont Radio Grenouille. Il faut que ce projet soit en perpétuel devenir. Il ne faut pas qu'il soit fermé, qu'il soit figé. Il faut qu'on garde une part d'illisibilité pour le maintenir en vie dans cette espèce de recherche permanente, d'expérimentation permanente. Comment est-ce que vous travaillez dans la direction on va dire sociétale pour faire... Alors on met beaucoup d'actions culturelles, sociales en place avec les habitants du quartier. On co-construit des projets, on organise des ateliers, on organise des séances spéciales pour les collèges, etc., etc. Donc on fait un vrai travail en relation avec ce quartier, avec les acteurs sociaux, les acteurs culturels. On a fait un très beau travail avec JR, l'artiste qu'on a invité ici en résidence, qui a fait tout un collage avec de photos choisies dans les albums de famille des habitants du quartier. On en voit une d'ailleurs qui est ici, qu'on voit un peu au loin. Et on mène un certain nombre d'actions. Maintenant, il faut être clair, on ne peut pas se substituer à la puissance publique pour résoudre les problèmes économiques, sociaux d'un territoire. On est dans un quartier pauvre. Bonjour Caroline, bonjour Ghislain, vous allez bien? Ça va très bien. On va parler des Baumettes. Les Baumettes, c'est la prison de Marseille, bien connue. Elle est à l'autre bout du lieu où nous sommes. On parlait de délocalisation, ça tombe bien. Les Baumettes
C'est un établissement extrêmement paradoxal, puisqu'on parle souvent de surpopulation dans les prisons françaises. 1200 ou un peu plus de 1200 places opérationnelles au Baumettes, on est à plus de 1700 détenus, donc là aussi il y a surpopulation. Les Baumettes, on en parlait à l'automne dernier, puisque le contrôleur général des lieux de privation de liberté a fait un rapport accablant sur les droits qui n'étaient pas donnés aux prisonniers, les rats courent partout, et les gardiens, quand ils font le rond de la nuit, tapent du pied par terre pour chasser les rats. Et pourtant, c'est dans ce lieu, Caroline, que vous avez réussi à imaginer, dans ce qui était autrefois le QHS, un atelier de cinéma, et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Donc on est bien dans le paradoxe, là. Oh, il y a 20 ans, on est arrivé avec les téléviseurs à peu près le même mois, c'est-à-dire l'installation des téléviseurs dans chaque cellule. C'était là, on va dire, une période 87 d'ouverture, hein, où la télévision, le petit écran venait faire cette fenêtre ouverte sur le monde. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment l'idée de là où tout ça nous mènerait. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne s'imaginait pas y rester autant de temps, et on n'imaginait pas, on va dire, les projets qui s'y sont développés. Je crois que c'est aussi quelque chose qui s'est fait en cheminant, et en cheminant, nous, dans la relation avec les personnes détenues, dans la relation avec l'administration pénitentiaire. Ghislain Lusingui Diabaka, hein, vous êtes originaire du Congo. D'abord, peut-être un mot sur les Baumettes, ce que ça représente. Et puis, cette rencontre, comment est-ce qu'elle s'est organisée? Un mot sur les Baumettes, je pense qu'il n'y a plus à revenir dessus. Comme beaucoup d'endroits où on enferme les gens, c'est l'affrontement comme ça avec la dignité qui est insultée. C'est pas très sain, et je pense qu'il y a les rapports aussi bien nationaux qu'européens le prouvent. Et puis, on espère que ça va changer. En tout cas, sur la rencontre, c'est ce que je trouve déjà le plus intéressant, le plus important. C'est un lieu où on est très dur, très enfermé, donc il fallait faire confiance. On a fait confiance à l'équipe, et ils ont réussi à faire bouger les choses chez nous, quoi. On sort d'abord parce que peut-être c'est rémunéré, on sort pour sortir de cellules, on sort parce que c'est possible, hein, de sortir, mais on n'est pas obligatoirement dans une nécessité encore. Et on finit par se délocaliser dans un projet qui est exigeant, puisque c'est un projet avec Coltès. Il y a eu surtout déjà la rencontre, oui, avec le texte qui a déplacé des choses en nous. Parce qu'il y a un vrai écho, parce que pendant l'incarcération, il y a un verbe qu'on conjugue souvent, c'est le verbe attendre. Et dans le texte, le verbe est très conjugué aussi. Alors je vous propose qu'on aille se promener dans la solitude des champs de coton, installation cinématographique. Je note au passage qu'il y a une ligne de bus, qui est la ligne 490, et la destination de cette ligne de bus marseillaise, c'est la solitude. Puisque, à tout prix, je dois vendre. Et qu'à tout prix, il vous faudra acheter. Et acheter pour d'autres que vous. Mais quelle obscurité serait assez épaisse pour vous faire paraître moins obscure qu'elle? Il n'est pas de nuit sans lune qui ne paraisse être midi si vous vous y promenez. Et ce midi-là me montre assez que ce n'est pas le hasard des ascenseurs qui vous a placé ici, mais une imprescriptible loi de pesanteur qui vous est propre, que vous portez visible sur les épaules, comme un sac. Une question sur le dispositif dans lequel on est ici, puisque 4 écrans. Pourquoi est-ce qu'on est dans le cinéma, mais c'est un cinéma à 4 écrans, et nous sommes dans des fauteuils qui tournent. Donc là, il y a une volonté de désorienter. Le spectateur est au centre, il a la possibilité de voir à l'infini ce qui se passe autour, et mettre en fait les personnes sur ces écrans-là, c'était aussi leur permettre en fait de regarder aussi le spectateur quelque part. Le texte était la continuité, chaque écran étant un plan séquence unique. Donc il n'y a pas de montage en fait sur les écrans, et c'est en fait les 4 écrans qui reconstituent en fait le montage et le film. Ouais. La contrainte principale, c'était le texte, qui était vraiment une dureté, pratiquement au niveau de la prison, au même niveau de dureté que la prison. Et c'était ça l'enjeu, c'était comment on propose à des gens qui sont
en situation de détention, donc en grande difficulté physique, émotionnelle et sociale, et des gens qui sont en situation de liberté, donc qui sont dans d'autres difficultés, de se confronter à cette difficulté du texte. Les détenus prennent ce texte? Comment est-ce qu'ils se l'approprient? Alors voilà, au Comment début, ils c'était se évidemment... délocalisent dans le texte? Voilà, au début, c'était évidemment très violent. C'était, on s'en fiche de ça. Il y a un monsieur qu'on aime beaucoup qui était en situation de détention, Michel, qui lui a été vraiment très en conflit avec moi et Maxime Carasso, donc les deux metteurs en scène du projet. Et c'était pour nous un enjeu de partager ce texte-là. Et en fait, pour moi, c'est celui qui le porte le mieux, c'est-à-dire qu'il le porte dans son ouverture et dans son rapport à l'infini, quoi. Mon travail était celui de décentrer, quand vous parliez de délocaliser, c'était aussi de comment on pouvait amener une liberté de mouvement dans cet espace qu'est la prison. Comment ces hommes qui sont confrontés simplement à un travail physique, simplement un travail de musculation ou de circulation dans la cour, comment ils pouvaient inventer un geste poétique dans 9 mètres carrés ou face à la caméra, et de chercher dans un mouvement minimal quelque chose de latente. Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est du désir? Et de chercher du mouvement qui allait devenir une danse. Et je pense qu'en tant qu'artiste, on a ces outils qui permettent à redonner de l'imaginaire, à redonner de l'espace et du coup de la vie, je crois. Joseph? C'est ce texte-là, en fait, qui a soudé vraiment l'équipe. C'est-à-dire à la fois les détenus, à la fois les personnes du dehors. Et il s'est passé quelque chose d'assez magique, c'est que quand on était en travail, on ne savait plus, évidemment, qui pouvait être dedans, qui pouvait être dehors. Et ça, je pense que c'est quand même la force du projet. J'ai un rapport à la mer qui est un rapport de direction. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai besoin de la mer pour me situer dans l'espace. C'est-à-dire que pour moi, la présence de la mer est indispensable. Par contre, je ne suis pas marin. Géographiquement, Marseille est une île. C'est-à-dire que, en fait, on le voit très bien en plus ici, il y a d'un côté la mer, donc on ne peut pas partir par là. Et en fait, Marseille est entourée de toute une chaîne de montagnes. Ce qui veut dire que lorsqu'on est ici, on peut très vite se sentir isolé du reste du monde. Les quartiers nord, c'est ça? Les quartiers nord, c'est ça. En fait, les quartiers nord qui font tant parler, la presse, c'est tous ces quartiers-là. Et c'est vrai qu'à Marseille, on a un peu ce sentiment d'insularité. À la fois, on est très fiers d'appartenir à cette espèce de microcosme qu'on essaie de défendre parce qu'il ne faut pas que les gens vivent. Enfin, on a un truc comme ça. Et à la fois, on a aussi tendance à s'auto-flageller, à se dire on est le trou du cul du monde et personne ne nous aime. C'est quelque chose qui est très, très présent ici. En fait, quand on est dans une ville portuaire, en général, quand on regarde la mer, on voit l'horizon. Et donc, on peut avoir un imaginaire qui se développe sur quelque chose qui est très loin. À Marseille, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit la terre. C'est-à-dire qu'en fait, l'imaginaire qu'on a sur ce qui se passe de l'autre côté, c'est là, et c'est le Frioul. C'est-à-dire qu'on est très borné. C'est-à-dire qu'on a un imaginaire qui peut être très vite borné par quelque chose qui est très minéral, en plus, qui est complètement désertique. Donc, du coup, on a l'impression que même par là, on ne pourra pas y aller, quoi. Et tout ça, quand on a une idée de ce que peut être une ambition et quand on a une idée de ce que peut être un avenir où on essaie de se projeter, c'est vrai que Marseille, c'est une ville où finalement, culturellement et historiquement, on a finalement assez peu l'habitude de se projeter loin. Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille au fond d'un bistrot malfamé où j'attendais pour m'embarquer. Ils m'ont raconté leur voyage et de bastringue en bastingage. Ils m'ont saoulé de tant de bruit que je ne suis jamais partie. Marseille, tais-toi Marseille, crie pas si fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Depuis, je vais dans les agences voir tous les bateaux en partance. C'est fou, je connais leur chemin mieux que les lignes de ma main.